Hurlevent par Émilie Brontë. Chapitre 30. J'ai fait une visite à Hurlevent, mais je ne l'ai pas revu depuis son départ d'ici. Joseph n'a pas lâché la porte pendant que je parlementais et n'a pas voulu me laisser passer. Il m'a dit que madame Linton était occupée et que le maître n'était pas là. Zillah m'a donné quelques nouvelles de l'existence qu'ils mènent, sans quoi je saurais à peine s'ils sont morts ou vivants. Elle trouve Catherine hautaine et ne l'aime pas. Cela se devine à la façon dont elle en parle. Ma jeune dame lui a demandé quelques services lors de son arrivée, mais M. Heathcliff lui a prescrit de s'occuper de ses affaires et de laisser sa belle-fille se débrouiller toute seule. Zillah s'est volontiers conformée à ses instructions, car c'est une femme égoïste et à l'esprit étroit. Catherine a manifesté une contrariété enfantine d'être ainsi négligée. En retour, elle n'a pas caché son dédain pour Zillah et l'a rangée de la sorte dans le camp de ses ennemis, aussi infailliblement que si elle lui avait causé un grand tort. J'ai eu une longue conversation avec Zillah, il y a environ 6 semaines, un peu avant votre arrivée, un jour que nous nous étions rencontrés dans la lande. Voici ce qu'elle m'a raconté. La première chose qu'a faite madame Linton en arrivant à Hurlevent a été de courir en haut, sans même nous souhaiter le bonsoir à Joseph et moi. Elle s'est enfermée dans la chambre de Linton et y est restée jusqu'au matin. Puis, pendant que le maître et Ancho étaient à déjeuner, elle est entrée dans la salle et a demandé, toute tremblante, si l'on ne pourrait pas envoyer chercher le docteur. Son cousin était très malade. « Nous connaissons cela, » a répondu Heathcliff. « Mais sa vie ne vaut pas un liard, et je ne dépenserai pas un liard pour lui. »« Mais je ne sais que faire. Si personne ne veut m'aider, il va mourir. »« Sortez de cette pièce, » a crié le maître, « et que je n'entende plus jamais un mot à son sujet. Personne ici ne s'inquiète de ce qui peut lui arriver. Si vous vous en souciez, faites la garde malade. Sinon, enfermez-le et laissez-le tranquille. » Alors, elle s'est mise à me tarabuster, et je lui ai répondu que j'avais eu assez de tracas avec cet être insupportable. À chacune sa tâche. La sienne était de soigner Linton, et M. Heathcliff m'avait prescrit de la lui laisser. Comment se sont-ils arrangés ensemble ? C'est ce que je ne saurais dire. J'imagine qu'il s'est beaucoup tracassé, qu'il a gémi nuit et jour, et qu'elle a eu bien peu de repos. Cela se voyait à sa pâleur et à ses yeux lourds. Elle venait parfois dans la cuisine, l'air tout égaré, et elle paraissait avoir envie de demander assistance. Mais je n'allais pas désobéir au maître. Je n'ose jamais lui désobéir, madame Dean. Bien qu'à mon avis, on eût tort de ne pas envoyer chercher Kenneth. Ce n'était pas mon affaire de donner des conseils ou de faire entendre des plaintes, et j'ai toujours refusé de m'en mêler. Une ou deux fois, après que nous étions allés nous coucher, il m'est arrivé de rouvrir ma porte et de trouver madame Linton en pleurs, assise en haut de l'escalier. Je suis vite rentrée chez moi, craignant de me laisser entraîner à intervenir. J'avais pitié d'elle à ces moments-là, bien sûr. Pourtant, je ne donnais pas à perdre ma place. Vous comprenez ? Enfin, une nuit, elle est entrée hâtivement dans ma chambre et m'a épouvantée en disant « Avertissez M. Heathcliff que son fils est mourant. J'en suis sûre cette fois-ci. Levez-vous, à l'instant, et allez l'avertir. » Puis elle disparut. Je restai un quart d'heure à écouter en tremblant. Rien ne bougeait, la maison était calme. Elle s'est trompée, pensai-je. Il s'en est tiré. Ce n'est pas la peine de les déranger. Et je m'assoupis. Mais mon sommeil fut une seconde fois troublé par un violent coup de sonnette. La seule sonnette que nous ayons, qui a été installée exprès pour Linton. Le maître m'appela pour me prescrire d'aller voir ce qui se passait et leur signifier qu'il ne voulait pas que ce bruit se renouvelât. Je lui fis la commission de Catherine, il poussa un juron, sortit au bout de quelques minutes avec une chandelle allumée et se dirigea vers leur chambre. Je le suivis. Madame Heathcliff était assise à côté du lit, les mains croisées sur ses genoux. Son beau-père s'avança, dirigea la lumière sur la figure de Linton, le regarda et le tâta, puis il se tourna vers elle. « Eh bien, Catherine, dit-il, comment vous sentez-vous » Elle resta muette. « Comment vous sentez-vous, Catherine » répéta-t-il. « Il ne souffre plus. Et je suis libre, répondit-elle. Je devrais me sentir bien, mais, continua-t-elle, avec une amertume qu'elle ne pouvait cacher.
Vous m'avez laissé si longtemps lutter seule contre la mort que je ne sens plus et ne vois plus que la mort. Je me sens comme morte. Et elle en avait l'air aussi. Je lui donnai un peu de vin. Ayrton et Joseph entrèrent. Ils avaient été réveillés par le coup de sonnette et le bruit des pas, et ils nous avaient entendus du dehors. Joseph n'était pas fâché, je crois, de la disparition du jeune homme. Ayrton paraissait un peu troublé, quoiqu'il fût plus occupé à regarder Catherine avec de grands yeux qu'à penser à Linton. Mais le maître l'invita à retourner se coucher. On n'avait pas besoin de lui. Il fit ensuite porter le corps dans sa chambre par Joseph, me dit de rentrer dans la mienne, et madame Heathcliff resta seule. Le matin, il m'envoya lui faire savoir qu'elle devait descendre pour déjeuner. Elle s'était déshabillée. Elle semblait vouloir dormir et répondit qu'elle était souffrante, ce qui ne me surprit guère. J'en informai M. Heathcliff, qui répliqua. « Bon, laissez-la tranquille, jusqu'après les obsèques. Montez de temps à autre, voir si elle a besoin de quelque chose, et, dès qu'elle paraîtra aller mieux, dites-le-moi. » Catherine resta en haut pendant une quinzaine, d'après Zillah, qui allait la voir 2 fois par jour et qui se serait volontiers montrée un peu plus affectueuse si ses tentatives d'amabilité n'eussent aussitôt été repoussées avec hauteur. Heathcliff monta une fois pour lui montrer le testament de Linton. Celui-ci avait légué à son père tout ce qu'il avait et ce qu'elle-même avait eu de biens meubles. Le pauvre malheureux avait été déterminé, par la menace ou la cajolerie, à signer cet acte pendant l'absence d'1 semaine qu'avait faite Catherine lors de la mort de son père. Quant aux terres, comme il était mineur, il ne pouvait pas en disposer. Quoi qu'il en soit, M. Heathcliff les avait réclamés et les gardait en vertu des droits de sa femme et des siens propres aussi. Je suppose que c'est légal. En tout cas, Catherine, sans argent et sans amis, ne peut lui en disputer la possession. Personne que moi, dit Zillah, n'a jamais approché de sa porte, sauf en cette seule occasion, et personne ne s'est jamais inquiété d'elle. La première fois qu'elle est descendue dans la salle, c'était d'un dimanche après-midi. Elle s'était écriée, quand je lui avais apporté son dîner, qu'elle ne pouvait plus endurer le froid. Je lui dis que le maître allait à Thrushcross Grange, et que ni Earnshaw ni moi ne l'empêcherions de descendre. Aussi, dès qu'elle eut entendu s'éloigner le trot du cheval de Heathcliff, fit-elle son apparition, vêtue de noir et coiffée avec une simplicité de quaker, ses boucles blondes plaquées derrière les oreilles. Elle ne pouvait pas les faire bouffer. Joseph et moi, nous allons en général à la chapelle le dimanche. L'église, vous le savez, n'a pas de ministre en ce moment, expliqua madame Dean, et on donne le nom de chapelle au temple méthodiste ou baptiste, je ne sais pas lequel des deux c'est, de Gimmerton. Joseph était parti, mais j'avais jugé bon de rester à la maison. Il vaut mieux que les jeunes gens soient sous la surveillance d'une personne plus âgée, et Ayrton, avec toute sa timidité, n'est pas un modèle de bonne manière. Je l'avertis que sa cousine allait très probablement descendre avec nous, et qu'elle avait toujours été habituée à voir respecter le jour du Seigneur. Je lui conseillai donc de laisser ses fusils et toutes ses bricoles pendant qu'elle serait là. À cette annonce, il rougit, et jeta les yeux sur ses mains et sur ses vêtements. L'huile et la poudre de chasse disparurent en 1 minute. Je vis qu'il avait l'intention de lui tenir compagnie, et je devinai à ses façons qu'il désirait être présentable. Aussi, riant comme je n'oserais quand le maître est là, je lui offris de l'aider s'il voulait, et plaisantai sur sa confusion. Il devint sombre et se mit à jurer. « Eh bien, madame Dean, poursuivit Zillah, qui voyait que sa conduite ne me plaisait guère, vous pensez peut-être que votre jeune dame est trop distinguée pour M. Ayrton, et peut-être avez-vous raison, mais j'avoue que j'aimerais à rabaisser d'un cran son orgueil. À quoi lui serviront maintenant toute son instruction et tous ses raffinements? Elle est aussi pauvre que vous ou moi, plus pauvre, je parierais. Vous faites des économies, et moi aussi, je tâche d'amasser un petit magot. » Ayrton se laissa aider par Zillah, dont les flatteries lui rendirent sa bonne humeur. Quand Catherine arriva, il avait presque oublié les insultes qu'elle lui avait prodiguées jadis, et il s'efforça de se rendre agréable, s'il faut en croire la femme de charge. Mrs. entra, dit Zillah, froide comme un glaçon et hautaine comme une princesse. Je me levai et lui offris mon fauteuil. Non, elle faisait fi de mes civilités. Earnshaw se leva lui aussi et la pria de venir sur le banc et de s'asseoir près du feu. Il était sûr qu'elle gelait. « Il y a 1 mois et plus que je gèle, répondit-elle, en appuyant sur le mot avec tout le dédain qu'elle put y mettre.
Elle prit elle-même une chaise et la plaça à bonne distance de nous deux. Après s'être réchauffée, elle regarda autour d'elle et découvrit un certain nombre de livres sur le buffet. Aussitôt elle se leva et se haussa pour les atteindre, mais ils étaient trop hauts pour elle. Son cousin, après avoir observé quelque temps ses efforts, finit par s'enhardir à l'aider. Elle tendit sa robe et il y mit les premiers volumes qui lui tombèrent sous la main. C'était une grande avance de la part du jeune homme. Elle ne le remercia pas. Il se sentait pourtant tout heureux qu'elle eût accepté son assistance. Il se hasarda à se tenir derrière elle pendant qu'elle examinait les livres, et même à se pencher et à montrer ce qui frappait son imagination dans certaines vieilles images qu'il contenait. L'impertinence avec laquelle elle chassait son doigt en faisant tourner la page ne le rebutait pas. Il se contenta de reculer un peu et de la regarder, au lieu de regarder le livre. Elle continua de lire ou de chercher quelque chose à lire. Quant à lui, il concentra peu à peu son attention dans l'étude de ces boucles épaisses et soyeuses. Il ne pouvait pas voir ces figures, et elle ne pouvait pas le voir. Sans bien se rendre compte peut-être de ce qu'il faisait, mais attiré comme un enfant vers une chandelle, il finit par passer du regard au toucher. Il avança la main et caressa une boucle, aussi doucement que si c'eût été un oiseau. À la façon dont elle tressaillit et se retourna en sentant cette caresse, on aurait dit qu'il lui avait plongé un couteau dans le cou. « Allez-vous-en, à l'instant ! Comment osez-vous me toucher ? Que faites-vous là derrière moi ?» cria-t-elle d'un ton de dégoût. « Je ne puis vous souffrir. Je vais remonter si vous vous approchez de moi. » Monsieur Ayrton recula d'un air parfaitement stupide. Il s'assit sur le banc, où il resta très tranquille, et elle continua de parcourir ses volumes pendant une autre demi-heure. À la fin, Earnshaw traversa la salle et me dit à voix basse. « Voulez-vous lui demander de nous faire la lecture, Zillah ? J'en ai assez de ne rien faire, et il me semble que j'aimerais à l'entendre. Ne dites pas que c'est moi qui le désire, mais demandez-le lui, comme de vous-même. » « Monsieur Ayrton voudrait que vous nous fissiez la lecture, madame, dis-je aussitôt. Il vous en serait beaucoup de gré, il vous serait très obligé. » Elle fronça les sourcils, puis levant les yeux, répondit. « Monsieur Ayrton, et tous tant que vous êtes, vous aurez la bonté de comprendre que je repousse toutes les affectations de bienveillance que vous avez l'hypocrisie de m'offrir. Je vous méprise, et ne veux adresser la parole à aucun de vous. Quand j'aurais donné ma vie pour un mot affectueux, pour la simple vue d'un de vos visages, vous vous êtes tous tenus à l'écart. Mais je ne veux pas me plaindre à vous. C'est le froid qui m'a chassé de ma chambre. Je ne suis venue ici, ni pour vous amuser, ni pour jouir de votre société. »« Qu'aurais-je pu faire ?» commença Earnshaw. « En quoi ai-je mérité le blâme ?»« Oh, vous êtes une exception. Ce n'est pas votre sollicitude qui m'a jamais manqué. »« Je l'ai offerte plus d'une fois et j'ai demandé, dit-il, excité par son impertinence, j'ai demandé à M. Heathcliff de me laisser veiller à votre place. Taisez-vous. J'irai dehors, n'importe où, plutôt que d'avoir dans l'oreille votre désagréable voix. » Ayrton grommela qu'elle pouvait aller au diable pour ce qu'il s'en souciait. Puis, décrochant son fusil, il ne s'abstint pas plus longtemps de ses occupations dominicales. Il parlait à présent, et assez librement. Elle jugea bientôt convenable de retourner à sa solitude. Mais le temps s'était mis à la geler, et en dépit de son orgueil, elle fut forcée de condescendre à rester en notre compagnie de plus en plus longtemps. Seulement, j'ai pris soin qu'elle n'ait plus à dédaigner mes bonnes intentions. Je n'ai plus cessé d'être aussi roide qu'elle. Chez nous, personne ne l'aime. Elle ne plaît à personne. Elle ne mérite d'ailleurs pas qu'on l'aime, car dès qu'on lui dit le moindre mot, elle se renfrogne sans respect pour qui que ce soit. Elle insulte le maître même. Elle va jusqu'à le défier de la frapper. Et plus elle s'attire de châtiments, plus elle devient venimeuse. Tout d'abord, en écoutant ce récit de Zillah, j'avais résolu de quitter ma place, de prendre une petite maison et de décider Catherine à y venir vivre avec moi. Mais autant eût valu parler à M. Heathcliff d'installer Ayrton dans une maison à lui. Je ne vois pas d'autre remède, pour le moment, que dans un nouveau mariage, et c'est là un projet dont la réalisation n'est pas de ma compétence. Ainsi finit l'histoire de Madame Dean. En dépit des pronostics du docteur,
Je reprends rapidement des forces. Bien que nous soyons seulement dans la seconde semaine de janvier, j'ai l'intention de sortir à cheval dans un jour ou deux, pour aller jusqu'à Hurlevent, informer mon propriétaire que je vais passer à Londres les 6 mois prochains, et que si cela lui convient, il peut chercher un nouveau locataire après octobre. Je ne voudrais pour rien au monde passer un autre hiver ici. Chapitre 31. Hier, le temps était clair, calme et froid. J'ai été à Hurlevent comme j'en avais l'intention. Ma femme de charge m'a supplié de porter de sa part un petit billet à sa jeune dame, et je n'ai pas refusé, car la digne dame n'avait pas conscience qu'il pût rien y avoir d'étrange dans sa requête. La porte de la façade était ouverte, mais la barrière était fermée avec un soin jaloux, comme à ma dernière visite. Je frappai, et j'invoquai l'aide d'Ancho qui était au milieu des carrés du jardin. Il enleva la chaîne, et j'entrai. Le gaillard est un aussi beau type de rustre qu'on puisse le souhaiter. Je l'ai examiné particulièrement cette fois-ci. Mais on dirait qu'il fait de son mieux pour tirer de ses avantages le moindre parti possible. Je demandai si M. Heathcliff était chez lui. Il me répondit que non, mais qu'il serait là pour dîner. Il était 11 heures. J'annonçai mon intention de pénétrer dans la maison et de l'attendre, sur quoi il jeta aussitôt ses outils et m'accompagna, en manière de chien de garde, mais non comme remplaçant de l'hôte absent. Nous entrâmes ensemble. Catherine était là, occupée à préparer des légumes pour le repas. Elle paraissait plus morose et moins animée que la première fois que je l'avais vue. Elle leva à peine les yeux pour me regarder et continua son travail avec le même mépris des formes ordinaires de la politesse qu'auparavant. Elle ne répondit ni à mon salut ni à mon bonjour par la moindre manifestation. « Elle n'a pas l'air si aimable, pensai-je, que madame Dean voudrait me le faire croire. C'est une beauté sans doute, mais ce n'est pas un ange. » Ancho lui dit d'un ton bourru d'emporter ses ustensiles dans la cuisine. « Emportez-les vous-même, répliqua-t-elle, en les repoussant dès qu'elle eut fini. Puis elle se retira sur un tabouret près de la fenêtre et se mit à découper des formes d'oiseaux et d'animaux dans les épluchures de rave. Je m'approchai d'elle, sous prétexte de regarder le jardin, et j'imaginai être très adroit en laissant tomber sur ses genoux le billet de madame Dean, sans être vu de Ayrton. Mais elle demanda tout haut. « Qu'est-ce que cela ?» et rejeta le billet. Et rejeta le papier. « Une lettre de votre vieille connaissance, la femme de charge de la grange, répondis-je, ennuyé qu'elle eût révélé ma démarche obligeante, et craignant qu'on pût supposer qu'il s'agissait d'une lettre de moi-même. En apprenant ce que c'était, elle aurait volontiers ramassé le billet, mais Ayrton la devança. Il s'en saisit, et le mit dans son gilet, en disant qu'il fallait que M. Heathcliff le vît d'abord. Là-dessus, Catherine, sans rien dire, détourna de nous son visage, tira furtivement son mouchoir et le porta à ses yeux. Son cousin, après avoir lutté un moment pour refouler ses bons sentiments, sortit la lettre de sa poche et la jeta à terre à côté d'elle, d'aussi mauvaise grâce qu'il put. Catherine la saisit et la lut avidement, puis elle me fit quelques questions concernant les habitants, humains et autres, de son ancienne demeure. Enfin, regardant vers les collines, elle murmura dans un monologue. « J'aimerais tant à descendre cette côte sur le dos de Minnie. J'aimerais tant à grimper par là. Oh, je suis lasse. Je suis comme une bête qui ne sort pas de l'écurie. Ayrton !» Elle renversa sa jolie tête contre l'appui de la fenêtre, moitié bâillant, moitié soupirant, et tomba dans une sorte de mélancolie rêveuse, sans s'inquiéter de savoir si nous l'observions. « Madame Heathcliff, dis-je, après être resté assis quelque temps en silence, vous ne savez pas que je vous connais, et si intimement qu'il me semble étrange que vous ne veniez pas me parler. Ma femme de charge ne se lasse pas de m'entretenir de vous et de me faire votre éloge. Elle sera extrêmement désappointée si je reviens sans nouvelles de vous ou sans rien pour elle de votre part, sinon que vous avez reçu sa lettre et que vous n'avez rien dit. » Ce discours parut la surprendre. Elle demanda. « Plaisez-vous à Hélène ?»« Oui, sans doute, répondis-je, avec hésitation. »
Vous lui direz que je voudrais bien répondre à sa lettre, mais que je n'ai rien pour écrire, pas même un livre dont je puisse arracher un feuillet. Pas de livre? Comment pouvez-vous vivre ici sans livre? S'il n'y a pas d'indiscrétion à faire cette question. Bien que j'aie une vaste bibliothèque, je me sens souvent triste à la grange. Enlevez-moi mes livres, je serai réduit au désespoir. Je lisais constamment quand j'en avais, mais M. Heathcliff ne lit jamais. Aussi s'est-il mis en tête de détruire mes livres. J'en ai pas vu un depuis des semaines. Une fois seulement j'ai fouillé dans le fond de théologie de Joseph, à sa grande irritation, et une fois, Ayrton, je suis tombée sur une réserve cachée dans votre chambre. Quelques volumes latins et grecs, puis des contes et des poésies. Tous de vieux amis, ceux-ci. Je les avais apportés de la grange, et vous les avez ramassés, comme la pie ramasse des cuillères d'argent pour le simple plaisir de voler. Ils ne vous servent à rien. Ou bien vous les avez cachés avec la mauvaise pensée que n'en pouvant jouir vous-même, personne n'en devait jouir. Peut-être est-ce votre envie qui a conseillé à M. Heathcliff de me priver de mes trésors, mais la plupart d'entre eux sont gravés dans mon cerveau et imprimés dans mon cœur, et de cela, vous ne pouvez pas me priver. Earnshaw était devenu cramoisi, pendant que sa cousine révélait ainsi ses accaparements littéraires. Il balbutia un démenti indigné pour repousser ses accusations. Monsieur Ayrton est désireux d'accroître la somme de ses connaissances, dis-je, en venant à son secours. Ce n'est pas de l'envie, mais de l'émulation que lui inspire votre savoir. Il sera très instruit dans quelques années. Et en attendant, il veut que je devienne une buse, répondit Catherine. Oui, je l'entends qui essaie d'épeler et de lire tout seul, et il fait de jolies bévues. Je voudrais vous voir recommencer la lecture de Chevy Chase, comme vous faisiez hier. C'était extrêmement drôle. Je vous ai entendu, comme je vous ai entendu feuilleter le dictionnaire, pour y chercher les mots difficiles, puis jurer, parce que vous ne pouviez pas lire les explications. Le jeune homme trouvait évidemment un peu dur d'être raillé à cause de son ignorance, et d'être encore raillé parce qu'il essayait d'y remédier. J'avais une impression analogue, et me rappelant l'anecdote de madame Dean sur la première tentative qu'il avait faite pour dissiper un peu les ténèbres où il avait été élevé, j'observais. Mais, madame Heathcliff, nous avons tous débuté, et nous avons tous trébuché et chancelé sur le seuil. Si nos maîtres nous avaient méprisés au lieu de nous aider, nous trébucherions, et nous chancellerions encore. Oh, je ne désire pas entraver ses progrès. Cependant, il n'a aucun droit de s'approprier ce qui est à moi, et de le rendre ridicule par ses grossières erreurs et ses fautes de prononciation. Ces livres, en prose ou en vers, me sont sacrés par d'autres souvenirs. Il me déplaît profondément qu'ils soient avilis et profanés dans sa bouche. Enfin, entre toutes les autres qu'il a choisies, comme par pure malice, mes œuvres favorites, celles que j'aime le mieux à relire. Pendant une minute, la poitrine de Ayrton se souleva en silence. Il était agité par le pénible sentiment de son humiliation et par la colère qu'il n'était pas facile pour lui de dompter. Je me levai, et dans l'intention courtoise de soulager son embarras, je me mis sur le pas de la porte à regarder la vue. Il se leva aussi et sortit de la pièce, mais il reparut bientôt, tenant dans ses mains une demi-douzaine de volumes qu'il jeta sur les genoux de Catherine en s'écriant « Prenez-les! Je ne veux plus jamais en entendre parler, ni les lire, ni y penser. »« Je n'en veux plus maintenant, » répondit-elle. « Ils s'associeraient à vous dans mon esprit, et je les détesterais. » Elle en ouvrit un, qui manifestement avait été souvent feuilleté, et il lut un passage sur le ton traînant d'un débutant. Puis elle se mit à rire et rejeta le livre. « Écoutez encore, » continua-t-elle d'un air provoquant, et elle commença de la même manière un vers d'une vieille ballade. Mais l'amour-propre de Ayrton n'en pouvait supporter davantage. J'entendis, et sans le désapprouver entièrement, qu'il infligeait à l'insolence de Catherine une correction manuelle. La petite coquine avait fait tout ce qu'elle avait pu pour blesser les sentiments délicats, quoiqu'incultes, de son cousin, et un argument physique était le seul moyen qu'il eût de balancer son compte et de rendre son dû à l'agresseur. Ensuite, il ramassa les livres et les jeta au feu. Je lus sur son visage ce qu'il lui en coûtait de faire ce sacrifice à sa mauvaise humeur.
Pendant qu'il se consumait, j'imaginais qu'il songeait au plaisir qu'il lui avait déjà procuré, au triomphe et au plaisir croissant qu'il en attendait, et je croyais deviner aussi l'aiguillon de ses études secrètes. Il s'était contenté du labeur journalier, des rudes satisfactions de la vie animale, jusqu'au moment où Catherine avait traversé son chemin. De là, de la honte d'être méprisée par lui, de l'espoir d'en être approuvée, étaient nées alors des aspirations plus hautes. Mais au lieu de le préserver du dédain et de lui attirer la louange, ses efforts pour s'élever avaient produit un résultat exactement contraire. « Oui, c'est tout le bien qu'une brute comme vous peut en tirer !» cria Catherine, suçant sa lèvre meurtrie, et suivant avec des yeux indignés le progrès du feu. « Je vous conseille de vous taire maintenant !» répondit-il, d'un ton furieux. Son agitation l'empêcha d'en dire plus long. Il s'avança vivement vers l'entrée, je m'effaçai pour le laisser passer. Mais avant qu'il eût franchi le seuil, M. Heathcliff, qui remontait la chaussée, le croisa, et lui posant la main sur l'épaule, demanda. « Eh bien, qu'y a-t-il, mon garçon ?»« Rien, rien. » Et il se sauva pour aller ruminer son chagrin et sa colère dans la solitude. Heathcliff le suivit du regard et soupira. « Il serait étrange de me contrecarrer moi-même, » murmura-t-il, sans s'apercevoir que j'étais derrière lui. Mais quand je cherche dans son visage les traits de son père, c'est tel que j'y trouve chaque jour un peu plus. Comment diable lui ressemble-t-il tant? C'est à peine si je peux supporter sa vue. Il baissa les yeux et entra d'un air pensif. Il y avait sur sa figure une expression d'inquiétude et d'anxiété que je n'y avais encore jamais remarquée, et il paraissait amaigri. Sa belle-fille, en l'apercevant par la fenêtre, s'échappa immédiatement dans la cuisine, de sorte que je restai seule. « Je suis heureux de vous voir de nouveau dehors, monsieur Lockwood, dit-il, en réponse à mon salut. Pour des motifs égoïstes en partie. Je ne crois pas que je pourrais facilement vous remplacer dans ce désert. Je me suis demandé plus d'une fois ce qui vous avait amené ici. Un simple caprice, je le crains, monsieur. Et c'est peut-être un simple caprice qui m'en chasse. Je pars pour Londres la semaine prochaine, et je dois vous avertir que je n'ai pas l'intention de garder Thrushcross Grange au-delà de 12 mois, pour lesquels je l'ai loué. Je ne pense pas revenir jamais vivre ici. Oh, vraiment? Vous êtes fatigué d'être exilé du monde, sans doute. Mais si vous venez plaider une exonération de prix pour une location dont vous ne voulez pas profiter, votre déplacement aura été inutile. Je renonce jamais à exiger de qui que ce soit ce qui m'est dû. « Je ne suis venu plaider rien de semblable, » m'écriai-je, fort irrité. « Si vous le désirez, je vais régler avec vous sur-le-champ. » Et je tirai mon portefeuille de ma poche. « Non, non, » répliqua-t-il froidement. « Vous laisserez assez de gages derrière vous pour couvrir vos dettes si vous manquiez à revenir. Je ne suis pas si pressé. Asseyez-vous et restez à dîner avec nous. Un hôte dont on est assuré de ne plus recevoir la visite trouve généralement bon accueil. Catherine, apportez le couvert. Où êtes-vous ? » Catherine reparut, portant un plateau chargé de couteaux et de fourchettes. « Vous pouvez prendre votre repas avec Joseph, » lui dit Heathcliff à part, « et rester dans la cuisine jusqu'à ce qu'il soit parti. » Elle exécuta ses instructions très ponctuellement. Peut-être n'éprouvait-elle pas l'envie de les transgresser. Vivant au milieu de rustres et de misanthropes, elle est probablement incapable d'apprécier des êtres d'une classe supérieure quand elle en rencontre. Entre M. Heathcliff, renfrogné et taciturne d'un côté, et Ayrton, absolument muet de l'autre, je fis un repas assez peu réjouissant et pris congé de bonne heure. J'aurais voulu partir par le derrière de la maison pour jeter un dernier regard sur Catherine et pour ennuyer le vieux Joseph. Mais Ayrton reçut l'ordre de m'amener mon cheval, et mon hôte lui-même m'escorta jusqu'à la porte, de sorte que je ne pus satisfaire mon désir. Oh, la vie sinistre qu'on mène dans cette maison, me disais-je, en descendant par la route. Quel joli roman, plus vivant qu'un conte de fées, c'eût été pour madame Linton Heathcliff, si elle et moi avions formé un attachement,
comme le souhaitait sa bonne gouvernante, et si nous avions émigré ensemble dans l'atmosphère agitée de la capitale. Chapitre 32 1802. En ce mois de septembre, j'ai été invité à dévaster dans le nord les landes d'un ami, et en me rendant chez lui, je me suis trouvé sans m'y attendre à une quinzaine de milles de Jimerton. Le palefrenier d'une auberge au bord de la route tenait un seau devant mes chevaux pour les abreuver, quand vint à passer une charrette d'avoine très verte, fraîchement coupée. Il remarqua: « Ça vient de Jimerton, pour sûr. Ils sont toujours en retard de 3 semaines sur les autres pour la moisson. » Jimerton, répétai-je. Mon séjour dans cette localité n'était déjà plus qu'un vague souvenir, comme un rêve. Ah oui, je sais. À quelle distance est-ce d'ici? Peut-être ben 14 milles, par la montagne et une mauvaise route, répondit l'homme. Je me sentis soudain poussé à revoir Thrushworth Grange. Il était à peine midi et je pensais qu'autant valait passer la nuit sous mon propre toit que dans une auberge. Outre cela, je pouvais facilement prendre un jour pour régler mes affaires avec mon propriétaire et m'épargner ainsi la peine de revenir dans le pays. Après m'être reposé un moment, je dis à mon domestique de s'informer du chemin qui conduisait au village. Avec beaucoup de fatigue pour nos montures, nous arrivâmes à franchir la distance en 3 heures. Je laissai mon domestique dans le village et descendis seul la vallée. L'église grise paraissait plus grise et le cimetière solitaire plus solitaire. Je distinguai un troupeau de moutons de la lande qui broutaient l'herbe courte sur les tombes. Le temps était doux, chaud, trop chaud pour le voyageur, mais la chaleur ne m'empêcha pas de jouir du délicieux paysage qui s'étendait au-dessus et au-dessous de moi. Si nous eussions été plus près d'août, je suis sûre que j'aurais été tentée de passer un mois dans ces solitudes. En hiver, rien de plus lugubre. En été, rien de plus divin que ces vallons resserrés entre les collines et que ces tertres aux escarpements hardis, couverts de bruyères. J'atteignis la grange avant le coucher du soleil. Je frappai, mais en jugé par une mince fumée bleue qui montait en spirale de la cheminée de la cuisine, les habitants s'étaient retirés dans les locaux situés derrière la maison. Et ils ne m'entendirent pas. J'entrai dans la cour. Sous le porche, une petite fille de 9 ans ou 10 ans était assise et tricotait. Une vieille femme, appuyée contre les marches cavalières, fumait sa pipe d'un air songeur. « Madame Dean est-elle là ?» lui demandai-je. « Madame Dean ? Non, elle n'habite point d'ici. Elle est là-haut, à Hurlevent. »« Est-ce donc vous qui gardez la maison ?»« Oui, je gardions la maison. »« Eh bien, je suis monsieur Lockwood, le maître. Y a-t-il une chambre où je puisse loger? Je voudrais passer la nuit. »« Le maître ?» s'écria-t-elle tout étonnée. « Eh ben, qui c'est qui se serait douté que vous alliez venir? Vous auriez dû envoyer un mot. Il n'y a pas un coin qui soit sèche ni convenable dans toute la maison. Il n'y en a pas un. » Elle ôta sa pipe de sa bouche et entra avec précipitation. La petite fille la suivit, et j'en fis autant. M'apercevant vite que ses dires étaient exacts, et de plus, que mon apparition inopportune lui avait presque bouleversé la cervelle, je lui dis de se calmer. J'allais faire un tour. Pendant ce temps-là, elle n'avait qu'à tâcher de me préparer un coin dans un salon pour y souper et une chambre à coucher pour y dormir. Inutile de balayer et d'épousseter. Je ne demandais qu'un bon feu et des draps secs. Elle parut disposée à faire de son mieux, bien qu'elle grattât la grille du foyer avec la balayette au lieu du tisonnier, et qu'elle fit un emploi aussi peu judicieux d'autres ustensiles de ménage. Mais je me retirai, me fiant à son zèle pour trouver, quand je rentrerais, un endroit où me reposer. Les hauts de Hurlevent étaient le but de l'excursion que je projetais. Une arrière-pensée me ramena sur mes pas quand j'eus traversé la cour. « Tout va bien à Hurlevent ?» demandai-je à la femme. « Oui, pour ce que j'en savions, » répondit-elle, et elle disparut avec un poêlon plein de tisons ardents. J'aurais voulu lui demander pourquoi madame Dean avait abandonné la grange, mais il ne fallait pas songer à la retarder dans une pareille crise. Je fis donc demi-tour et sortis, m'en allant sans me presser. Derrière moi resplendissait le soleil à son déclin. Devant moi se levait la lune dans sa douce gloire.
Peu à peu, l'éclat du premier s'affaiblit, celui de l'autre grandit, tandis que je quittais le parc et que je montais le chemin qui bifurque vers la demeure de M. Heathcliff. Avant que je fusse arrivé en haut des hauts, il ne restait d'autre jour qu'une lueur ambrée, diffuse à l'ouest. Mais je voyais chaque caillou du chemin et chaque brin d'herbe grâce à ce clair de lune splendide. Je n'eus ni à escalader la barrière, ni à frapper. Elle céda sous ma main. Voilà un progrès, pensai-je, et mes narines en perçurent un autre. Un parfum de giroflée et de ravenelle se dégageait d'entre les rustiques arbres fruitiers. Portes et fenêtres étaient ouvertes. Pourtant, comme c'est l'habitude dans les districts charbonniers, un beau feu rouge illuminait la cheminée. La jouissance que l'œil en éprouve rend supportable la chaleur superflue. La salle de Hurlevent est d'ailleurs si grande que ses occupants ont toujours largement la place de se mettre à l'abri de l'ardeur du foyer. Aussi, ceux qui s'y trouvaient pour le moment s'étaient-ils établis non loin d'une des fenêtres. Je pus, avant d'entrer, les voir et les entendre parler, et en conséquence je regardais et j'écoutais, mû par un sentiment de curiosité et d'envie mélangée, qui s'accrut à mesure que je m'attardais davantage. Contraire, disait une voix douce comme une clochette d'argent. C'est la 3e fois que je vous le répète, Anne que vous êtes. Je ne vous le dirai plus. Tâchez de vous en souvenir, ou je vous tire les cheveux. Eh bien, contraire, alors, répondit une autre voix au timbre grave mais un peu voilé. Et maintenant, embrassez-moi, pour m'être si bien souvenu. Non, relisez d'abord correctement, sans une seule faute. L'interlocuteur masculin commença de lire. C'était un jeune homme convenablement habillé et assis à une table, un livre devant lui. Son beau visage brillait de plaisir et ses yeux avaient peine à ne pas se détacher de la page pour se porter sur une petite main blanche appuyée sur son épaule, qui le rappelait à l'ordre d'une bonne tape sur la joue chaque fois qu'il donnait de pareils signes d'inattention. La personne à qui appartenait cette main se tenait derrière lui. Ses boucles légères et soyeuses se mêlaient par moments aux mèches noires de l'élève, quand elle se penchait pour surveiller le travail de celui-ci. Et sa figure. Il était heureux qu'il ne pût pas voir sa figure, car autrement, il n'aurait jamais été attentif à sa leçon. Moi, je pouvais la voir, et je me mordais la lèvre de dépit, en pensant que j'avais laissé passer la chance de faire quelque chose de plus que de contempler sa beauté captivante. La leçon s'acheva, non sans autre bévue, mais l'élève réclama une récompense et reçut au moins 5 baisers, qu'il rendit d'ailleurs généreusement. Puis ils vinrent à la porte, et à leur conversation, je jugeai qu'ils allaient sortir et faire une promenade dans la lande. Je supposais que je serais condamné dans le cœur de Ayrton Earnshaw, sinon par sa bouche, au plus profond abîme des régions infernales, si je laissais voir en ce moment ma malencontreuse personne. Avec la conscience de ma bassesse et de mon envie, je me glissais par derrière pour chercher refuge dans la cuisine. De ce côté non plus, je ne rencontrais pas d'obstacle. À la porte était assise ma vieille amie, Nelly Dean, qui cousait en fredonnant une chanson, souvent interrompue de l'intérieur par des paroles bourrues, sarcastiques et intolérantes, dont les accents n'avaient rien de musical. « J'aimerions 2 fois mieux avoir leurs jurons dans les oreilles du matin au soir et ne point vous entendre. En tout cas, dit celui qui était dans la cuisine, en réponse à un propos de Nelly qui n'était pas parvenu jusqu'à moi. C'est une pure honte que je ne puissions ouvrir un livre sacré sans que vous en offriez les gloires à Satan et à toute l'indigne perversité qu'il y a jamais eu sur la terre. Oh, vous êtes une propre à rien, et elle en a une autre, et le pauvre gars, il va être perdu entre vous deux. Pauvre gars, ajouta-t-il en gémissant, il est ensorcelé, j'en étais sûr et certain. Oh, Seigneur, jugez-les, car il n'y a point de justice en ce monde. Non, sans quoi nous serions assises sur des fagots en flammes, je suppose, répliqua la chanteuse. Mais taisez-vous, vieillard, et lisez votre Bible comme un chrétien, sans vous occuper de moi. C'est le mariage de la fée Anne que je chante. Un joli air, il donne envie de danser. Madame Dean allait recommencer, quand je m'avançai.
Elle me reconnut aussitôt et sauta debout en s'écriant « Dieu vous bénisse, monsieur Lockwood! Comment avez-vous eu l'idée de revenir ainsi? Tout est fermé à Cross Grange. Vous auriez dû nous avertir. » Je me suis arrangé pour m'y installer pendant le peu de temps que j'y resterai. Je repars demain. Mais comment se fait-il que vous soyez transplantée ici, madame Dean? Racontez-moi cela. Zillah a quitté la maison, et M. Heathcliff m'a fait venir ici, peu après votre départ pour Londres. Je devais y rester jusqu'à votre retour. Mais entrez donc, je vous en prie. Êtes-vous venu à pied de Gimmerton ce soir? De la grange. Pendant qu'on y prépare ma chambre, je désirais régler mes comptes avec votre maître, car je ne pense pas en retrouver facilement l'occasion. Quel compte, monsieur? Dit Nelly, en m'introduisant dans la salle. Il n'est pas là pour le moment, et il ne rentrera pas de sitôt. C'est au sujet du loyer. Oh, alors c'est avec madame Heathcliff que vous vous arrangerez. Ou plutôt avec moi. Elle n'a pas encore appris à gérer ses affaires et je la remplace. Il n'y a personne d'autre. Je parus surpris. Ah! Vous n'avez pas entendu parler de la mort de Heathcliff, je vois. Heathcliff? Mort? M'écriai-je, étonné. Combien y a-t-il de temps? Il y a 3 mois. Mais asseyez-vous, et donnez-moi votre chapeau. Je vais vous mettre au courant. Attendez, vous n'avez encore rien mangé, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de rien. J'ai commandé mon souper à la maison. Asseyez-vous aussi. Je n'aurais jamais songé qu'il fût mort. Je serais curieux de savoir comment c'est arrivé. Vous dites que vous ne comptez pas les voir rentrer d'ici quelque temps. Vous voulez parler des jeunes gens? Oui. Je suis obligée de les gronder tous les soirs à cause de leurs promenades trop prolongées. Mais ils ne font guère attention à mes remontrances. Au moins, prenez un peu de notre vieille ale. Cela vous fera du bien. Vous avez l'air fatigué. Elle se hâta d'en aller chercher avant que je pusse refuser. Et j'entendis Joseph demander. Si ce n'était pas un scandale criant qu'elle eût des amoureux à son âge, et puis les régaler aux dépens du maître, il avait honte d'assister tranquillement à un pareil spectacle. Elle ne s'arrêta pas pour riposter, mais revint au bout d'une minute avec une pinte d'argent débordant de mousse, dont je louai le contenu avec la conviction qui convenait. Puis elle me conta la suite de l'histoire de Heathcliff. Il avait eu une fin bizarre, selon son expression. Je fus mandée à Hurlevent environ 15 jours après que vous nous avez eu quittés, dit-elle. J'obéis avec joie à cause de Catherine. Ma première entrevue avec elle me peina et m'affecta beaucoup, tant elle avait changé depuis notre séparation. M. Heathcliff ne m'expliqua pas les raisons qui lui avaient fait modifier son opinion sur ma venue ici. Il me dit simplement qu'il avait besoin de moi et que la présence de Catherine le fatiguait. Je devais m'installer dans le petit salon où elle se tiendrait avec moi. C'était bien assez qu'il fût obligé de la voir 1 ou 2 fois par jour. Cet arrangement parut plaire à Catherine. Peu à peu, je parvins à me procurer un grand nombre de livres et d'autres objets qui lui avaient servi de distraction à la grange, et je me flattais que nous pourrions en somme mener une vie assez tolérable. L'illusion ne dura pas longtemps. Catherine, contente au début, devint vite irritable et inquiète. D'abord, il lui était interdit de sortir du jardin, et elle était très contrariée d'être ainsi confinée dans cette étroite enceinte à l'approche du printemps. Puis, les soins du ménage m'obligeaient de la quitter souvent, et elle se plaignait de son isolement. Elle aimait mieux se quereller avec Joseph dans la cuisine que de rester en paix dans sa solitude. Je ne faisais pas attention à leurs escarmouches, mais Ayrton était souvent obligé, lui aussi, de chercher un refuge dans la cuisine, quand le maître voulait avoir la salle pour soi seul. Bien qu'au début elle quittât la pièce quand il y entrait, ou qu'elle vînt tranquillement prendre part à mes occupations en évitant de paraître le remarquer ou de lui adresser la parole, et bien qu'il fût toujours aussi morose et taciturne que possible, au bout de quelque temps, elle changea d'attitude. Elle ne pouvait plus le laisser en paix. Elle lui parlait, elle faisait des commentaires sur sa stupidité et sa paresse, elle se montrait surprise qu'il pût supporter la vie qu'il menait, qu'il pût passer des soirées entières assis, à regarder le feu et à somnoler. « On dirait un chien, n'est-ce pas, Hélène ?» observa-t-elle un jour. « Ou un cheval de charrette. Il fait son travail, expédie sa pitance et dort perpétuellement.
que son esprit doit être vide et lugubre. Rêvez-vous jamais, Ayrton? Et alors, de quoi rêvez-vous? Mais vous n'êtes pas capable de me parler? Là-dessus, elle le regarda. Mais lui n'ouvrit pas la bouche et ne leva pas les yeux. Peut-être est-il en train de rêver, continua-t-elle. Il vient de contracter son épaule, comme fait Junon. Demandez-lui, Hélène. Monsieur Ayrton va prier le maître de vous envoyer là-haut, si vous ne vous conduisez pas mieux, dis-je. Il avait contracté non seulement l'épaule, mais le poing, comme s'il se sentait tenté d'en user. Je sais pourquoi Ayrton ne parle jamais quand je suis dans la cuisine, s'écria-t-elle une autre fois. Il a peur que je ne me moque de lui. Qu'en pensez-vous, Hélène? Il avait commencé un jour d'apprendre à lire tout seul. Puis, parce que j'ai ri, il a brûlé ses livres et abandonné son étude. N'a-t-il pas été bien stupide? N'avez-vous pas été bien méchante? Répondez à cette question. Peut-être, mais je ne croyais pas qu'il aurait été si sot. Ayrton, si je vous donnais un livre, le prendriez-vous maintenant? Je vais essayer. Elle lui mit dans la main celui qu'elle lisait en ce moment. Il le lança au loin et grommela que si elle ne cessait pas, il lui tordrait le cou. Bon, je le mets là, dans le tiroir de la table, et je vais me coucher. Puis elle me dit à l'oreille d'observer s'il y touchait, et s'en alla. Mais il ne s'en approcha même pas. Ce que je lui annonçai le lendemain à son grand désappointement. Je vis qu'elle était peinée de sa maussaderie et de son indolence persistante. Sa conscience lui reprochait de l'avoir arrêté dans ses tentatives pour s'améliorer soi-même. Et c'est bien ce qu'elle avait fait en réalité. Mais son ingéniosité se mit à l'œuvre pour réparer le mal. Pendant que je repassais, ou que j'étais occupée à quelque autre besogne sédentaire que je n'aurais pu faire convenablement dans le petit salon, elle apportait quelques jolis livres et me le lisait tout haut. Quand Ayrton était là, elle s'arrêtait en général à un passage intéressant et laissait le volume ouvert. Elle répéta plusieurs fois cette manœuvre. Mais il était têtu comme une mule et refusait de mordre à l'hameçon. Si le temps était pluvieux, il se mettait à fumer avec Joseph. Ils restaient assis, comme deux automates, de chaque côté du feu. Le plus vieux, heureusement trop sourd pour comprendre les vilaines sottises de Catherine, comme il aurait dit, le plus jeune faisant de son mieux pour avoir l'air d'y être indifférent. Par les belles soirées, Ayrton partait pour ses expéditions synégétiques. Catherine bâillait, soupirait et m'importunait pour que je lui parlasse. Puis, dès que je commençais, elle se sauvait dans la cour ou dans le jardin. Comme dernière ressource, elle pleurait et disait qu'elle était lasse de l'existence. Sa vie était inutile. Monsieur Heathcliff, qui devenait de plus en plus insociable, avait à peu près banni Earnshaw de la pièce où il se tenait. Au début de mars, à la suite d'un accident, le jeune homme fut confiné dans la cuisine pendant quelques jours. Son fusil avait éclaté, alors qu'il était seul sur les hauteurs. Un éclat lui avait entaillé le bras, et il avait perdu beaucoup de sang avant d'avoir pu regagner la maison. Il se vit donc, bien malgré lui, condamné au coin du feu et au repos jusqu'à sa guérison. Sa présence dans la cuisine parut plaire à Catherine, et en tout cas lui fit détester plus que jamais sa chambre du haut. Elle m'obligeait à lui trouver de l'ouvrage en bas pour pouvoir m'y accompagner. Le lundi de Pâques, Joseph alla à la foire de Gimmerton avec des bestiaux. L'après-midi, j'étais occupée à repasser du linge dans la cuisine. Earnshaw, morose comme à l'ordinaire, était assis au coin de la cheminée, et ma petite maîtresse tuait le temps en faisant des dessins sur les vitres de la fenêtre. Elle variait cette distraction en chantonnant de temps à autre. Elle laissait échapper des exclamations et de rapides regards d'ennui et d'impatience dans la direction de son cousin, qui fumait imperturbablement, les yeux fixés sur la grille. Comme je lui faisais observer qu'elle me cachait le jour, elle se dirigea vers le foyer. Je ne prêtais que peu d'attention à ses mouvements, quand tout à coup, je l'entendis qui disait « J'ai découvert, Ayrton, que je désire, que je suis heureuse, que je voudrais que vous fussiez mon cousin, maintenant, si vous n'étiez pas devenu si désagréable et si bourru avec moi. » Ayrton ne répondit pas. « Ayrton, 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 entendez-vous? Allez-vous-en, grogna-t-il, avec une implacable brutalité. Laissez-moi prendre cette pipe, dit-elle. Elle avança prudemment la main et la lui retira de la bouche.
Avant qu'il eût pu essayer de la rattraper, la pipe était en morceaux et dans le feu. Il lança un juron et en prit une autre. « Attendez !» reprit-elle. « Il faut que vous m'écoutiez d'abord, et je ne peux pas parler au milieu de ces nuages qui voltigent dans ma figure. »« Allez au diable !» s'écria-t-il d'un ton féroce, « et laissez-moi la paix. »« Non, je n'irai pas. Je ne sais comment m'y prendre pour vous faire parler. Vous êtes déterminé à ne pas comprendre. Quand je vous appelle imbécile, c'est sans conséquence. Cela ne veut pas dire que je vous méprise. Allons. Il ne faut pas que vous m'ignoriez, Ayrton. Vous êtes mon cousin, et vous devez me reconnaître pour votre cousine. Je ne veux rien avoir à faire avec vous et avec votre sale orgueil et vos forces de démon. J'irai en enfer, corps et âme, plutôt que de regarder encore de votre côté. Allons, écartez-vous de la grille, à l'instant. Catherine fronça le sourcil et se retira vers la fenêtre en se mordant les lèvres. Elle essaya, en fredonnant un air fantasque, de cacher l'envie de pleurer qui la gagnait. « Vous devriez vivre en bons termes avec votre cousine, monsieur Ayrton, interrompis-je, puisqu'elle se repent de ses impertinences. Ce serait excellent pour vous. Sa compagnie ferait de vous un autre homme. »« Sa compagnie ? Quand elle me déteste et ne me juge pas digne de nettoyer ses souliers ? Non, quand je devrais y perdre un royaume, je ne voudrais pas me déshonorer en recommençant à quitter ses bonnes grâces. »« Ce n'est pas moi qui vous déteste, c'est vous qui me détestez, » dit en pleurant Catherine, qui ne cherchait plus à cacher son émotion. « Vous me haïssez autant que M. Heathcliff me hait, et même plus. »« Vous êtes une damnée menteuse. Pourquoi alors l'ai-je mise en colère en prenant 100 fois votre parti? Et cela, quand vous vous moquiez de moi, que vous me méprisiez, et continuez à m'ennuyer, et je vais là-bas dire que vous m'avez rendu le séjour de la cuisine intenable. »« Je ne savais pas que vous aviez pris mon parti, » répondit-elle en séchant ses larmes. « J'étais méchante et cruelle pour tout le monde. Et maintenant, je vous remercie, et je vous demande de me pardonner. Que puis-je faire de plus ?» Elle revint près du foyer et lui tendit franchement la main. Le visage de Ayrton s'assombrit et se couvrit d'un nuage chargé d'orage. Il tenait les poings résolument fermés et le regard fixé sur le sol. Catherine dut deviner d'instinct que c'était une obstination perverse et non de l'animosité qui lui dictait cette attitude farouche. Car après être restée un instant indécise, elle se pencha et lui mit un léger baiser sur la joue. La petite coquine croyait que je ne l'avais pas vue. Elle recula et reprit sa place près de la fenêtre, avec un air de sainte Nitouche. Je secouai la tête en signe de reproche. Elle rougit et me dit à l'oreille. « Mais qu'aurais-je dû faire, Hélène ? Il ne voulait pas me donner la main. Il ne voulait pas me regarder. Il faut bien que j'arrive à lui montrer que j'ai de l'affection pour lui, que je veux que nous soyons amis. » Ce baiser convainquit-il Ayrton ? C'est ce que je ne saurais dire. Il eut grand soin, pendant quelques minutes, de ne pas laisser voir son visage, et quand il releva la tête, il était fort embarrassé de savoir de quel côté tourner les yeux. Catherine s'occupa à envelopper proprement dans du papier blanc un beau livre, et l'ayant attaché avec un bout de ruban, elle y mit comme adresse « Monsieur Ayrton Earnshaw », puis me pria d'être son ambassadrice pour porter ce présent au destinataire. « Et dites-lui que s'il consent à le prendre, je viendrai lui apprendre à le lire correctement, que s'il le refuse, je vais monter, et que je ne le taquinerai plus jamais. » Je portais le paquet et répétais le message, surveillé avec inquiétude par ma maîtresse. Ayrton ne voulut pas desserrer les doigts, de sorte que je dus poser le livre sur ses genoux, mais il ne le repoussa pas non plus. Je retournai à mon ouvrage. Catherine conserva la tête et les mains appuyées sur la table jusqu'à ce qu'elle entendît le léger bruissement du papier qui enveloppait le volume. Alors elle s'approcha en catimini et s'assit tranquillement à côté de son cousin. Il tremblait et sa figure brillait. Toute sa rudesse et sa dureté hargneuse avaient disparu. Il n'eut pas tout d'abord le courage de proférer une syllabe en réponse à son regard interrogateur et à la demande qu'elle murmura. « Dites que vous me pardonnez, Ayrton. Dites-le. Vous pouvez me rendre si heureuse par ce simple petit mot. » Il marmotta quelque chose que je ne pus entendre. « Et vous serez mon ami ?
ajouta Catherine. Non, vous auriez honte de moi tous les jours de votre existence, d'autant plus de honte que vous me connaîtriez mieux, et ce serait insupportable pour moi. Alors, vous ne voulez pas être mon amie dit-elle, avec un sourire doux comme le miel et en se glissant tout près de lui. Je n'entendis plus de conversation distincte, mais en me retournant, j'aperçus, penchés sur la page du livre accepté, deux visages si radieux que je ne doutais pas que le traité n'eût été ratifié des deux parts. Et les ennemis furent, dès lors, fidèles alliés. L'ouvrage qu'ils examinaient était plein de très belles illustrations, dont le charme, joint à celui de leur position, les tint immobiles jusqu'au retour de Joseph. Le pauvre homme fut complètement abasourdi à la vue de Catherine, assise sur le même banc que Ayrton Earnshaw, la main appuyée sur son épaule, et stupéfait de la manière dont son favori supportait ce voisinage. Il en fut tellement affecté que de toute la soirée, il ne fit pas une seule observation à ce sujet. Son émotion ne se révéla que par les profonds soupirs qu'il poussa quand il posa solennellement sa grande Bible sur la table et la couvrit de malpropres billets de banque tirés de son portefeuille, produit de ses transactions de la journée. Il finit par appeler Ayrton, qui se leva. « Porte ces billets au maître, mon gars, dit-il, et reste là-bas. Je monte dans ma chambre. Cet endroit-ci n'est point décent, ni convenable pour nous. Il faudra déménager et en chercher un autre. Allons, Catherine, déclarai-je. Il faut déménager, nous aussi. J'ai fini mon repassage. Êtes-vous disposée à monter? Il n'est pas 8 heures, répondit-elle, en se levant à contre-cœur. Ayrton, je laisse le livre sur la cheminée, et j'en apporterai d'autres, demain. Les livres que vous laisserez, je les porterons dans la salle, dit Joseph, et vous serez bien chanceuse si vous les retrouvez. Ainsi, faites ce qui vous plaira. Cathy menaça de faire payer la bibliothèque de Joseph pour la sienne. Puis, passant devant Ayrton avec un sourire, elle monta l'escalier en chantant, le cœur plus léger, j'ose le dire, qu'elle ne l'avait encore jamais eu sous ce toit, sauf peut-être durant ses premières visites à Linton. L'intimité ainsi commencée se développa rapidement, malgré les interruptions momentanées qu'elle subit. Un simple désir ne pouvait suffire à civiliser Earnshaw, et ma jeune dame n'était ni un philosophe, ni un parangon de patience. Mais comme les esprits étaient tournés vers le même objet, l'une aimant et désirant de pouvoir estimer, l'autre aimant et désirant de pouvoir être estimé, ils arrivèrent finalement à l'atteindre. Vous voyez, monsieur Lockwood, qu'il était assez aisé de gagner le cœur de madame Heathcliff. Mais maintenant, je me réjouis que vous ne l'ayez point essayé. L'union de ces deux êtres sera le couronnement de mes vœux. Je n'envierai personne le jour de leur mariage. Il n'y aura pas en Angleterre une femme plus heureuse que moi. Ah, j'appuie dessus. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Nous sommes dans l'avant-dernier vlog lecture sur les Hauts de Hurlevent. En fait, il va rester que 2 chapitres. Il reste même pas 20 pages au final parce qu'il y a 2 pages de droit, donc ça va être un petit peu plus court finalement, je pense, les 2 prochains chapitres. On est à 93% du livre et donc on a appris, mais on se doutait, que Linton est mort. Par contre, je trouve vraiment que la manière dont Heathcliff, donc le père de Linton, a géré cette mort et le deuil et l'attachement au final de Catherine, il a vraiment... il continue à être un connard quoi, jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'il commence à culpabiliser. Parce que même si... quand il a appris la mort de son fils, il n'aimait pas son fils, hein, c'est clair, il n'a jamais montré aucune affection pour son fils. Je pense qu'il avait plus d'affection pour Ayrton, qui pourtant n'est pas son fils, qui était le fils de son ennemi. Ayrton, qui étonnamment ressemble plus à Catherine mère que peut-être sa propre fille, que Catherine. Mais bref,
J'ai l'impression, on l'a pas vu beaucoup de toute manière. On a vu que sur un chapitre, il me semble, Heathcliff ou deux, mais j'ai l'impression que on arrive sur un Heathcliff qui commence à se dire, je me suis bien vengé, mais au final, j'ai l'impression qu'il constate en fait les dommages collatéraux, à savoir que son fils, il est mort avec, bah, c'est son épouse, hein, avec Catherine. Euh, et je trouve ça vraiment dégueulasse de la laisser toute seule. Ayrton, je le trouve super touchant toujours. Après, il est mal dégrossi, mais bon, c'est quelqu'un qui n'a pas été instruit, qui n'a pas été aimé, donc il a tout ça à apprendre. Mais ouais, Heathcliff, j'ai l'impression qu'il est dans une espèce de réalisation qu'au final, j'ai gâché ma vie, j'ai gâché celle de Catherine, celle d'Edgar Linton, celle de Hindley. J'ai bien tous les biens que je voulais, j'ai les deux maisons, j'ai les terrains, je suis riche, je suis pas heureux. Bon, je pense qu'il s'en fout un peu d'être pas heureux parce que je pense qu'une fois que Catherine, mère, est décédée, il voulait la rejoindre, quoi. Sauf que le décès de Catherine mère, je me souviens plus exactement quand Hindley est mort, mais le décès de Catherine mère, c'est là qu'il est mort, Heathcliff. Puis c'est là qu'il a voulu encore plus euh, se venger d'Edgar Linton qui lui l'a vraiment aimé et beaucoup plus sainement. C'est super triste. C'est super triste. Catherine, quelque part, elle m'a quand même fait vachement mal au cœur quand elle a veillé pendant 15 jours comme ça pour assister au déclin de Linton jusqu'à ce qu'il soit dans l'agonie et puis personne n'en a tellement rien à foutre en fait de Linton qui était insupportable que Catherine n'aurait pas été là, il serait mort tout seul. Et j'ai trouvé ça assez étonnant que au décès de Linton, bon je sais pas comment ça se faisait dans le temps. Je sais que maintenant en fait on meurt assez peu chez soi. Et si on meurt chez soi, on va pas y rester non plus des plombs. Bah, je pense que les corps sont assez rapidement pris en charge par les pompes funèbres ou par l'hôpital, ou je sais pas exactement, mais bref. Bref, le truc qui m'avait un petit peu... je me suis demandé pourquoi, c'est le fait que Heathcliff demande que le corps de son fils soit mis dans son lit à lui, dans son propre lit, et dans sa chambre à lui. Alors qu'on a, je sais pas si vous vous souvenez, au niveau de la chambre d'Heathcliff, c'est un petit peu no man's land, hein. Personne n'a le droit d'y aller sauf lui. Et il est très territorial avec ça. Je sais plus exactement. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça, un moment avec Lockwood ou je sais plus qui s'était fait envoyer chier par rapport à sa chambre. Mais j'ai le souvenir de ça. Parce que peut-être que la chambre de Heathcliff, c'est là qu'il voulait vivre avec Catherine. Et c'est une chambre qu'il avait perdue, qu'il a regagnée. Et il y avait un truc comme ça. Puis je pense qu'on ne touche pas à l'intimité de Heathcliff. On l'approche pas. Ayrton, quelque part, il a le côté très rusto de Heathcliff. Mais Ayrton, c'est un gentil. Il est gentil, Ayrton. Ayrton, il me fait vraiment mal au cœur, hein. J'aime beaucoup ce personnage. Catherine, je l'ai trouvée quand même vache. Je comprends aussi complètement qu'elle reproche à tout le monde, qu'elle soit tellement en colère et qu'elle reproche à tout le monde en fait de l'avoir laissée gérer toute seule la fin de la vie et puis la mort de Linton. Je comprends enfin qu'elle soit en colère. Parce que bon, Zilla, enfin le truc qui me fait marrer aussi, c'est Nelly qui, elle a vite fait de juger les gens. J'ai l'impression. Parce que Zilla, quelque part, elle reste à sa place de servante. Le maître, donc Monsieur Heathcliff, a dit
Vous foutez la paix à Catherine Linton, enfin à Catherine, oui, à Catherine Heathcliff, et vous la laissez gérer mon fils, et elle s'habillera toute seule, elle fera son ménage toute seule et compagnie. Zilla, elle dit, moi je veux garder ma place, donc je fais comme il dit mon maître. Quelque part, c'est ce qu'on lui demande, alors que Nelly, je pense que quelque part, dans son rôle de servante, elle déborde. Mais je pense que Nelly, elle déborde aussi de ce rôle de servante-là, parce que elle est plus ou moins née avec les Hancho. Je me demande même si les Hancho, c'était pas des frères de lait. Inlay, je crois, était son frère de lait. Catherine mère, je sais pas. Mais il y a un truc assez particulier. Mais Nelly, elle a pas, je trouve qu'elle est vraiment pas, ou pas souvent, à une place de servante. Euh, et Catherine, elle est toute jeune aussi, hein. Catherine fille. Catherine fille, pour moi, elle a 17-18 ans. Non, je crois qu'elle est mineure, hein. Elle a pas 18 ans. Je sais pas quel âge était la majorité des femmes en Angleterre à cette époque-là. Je peux trouver, je le mettrai en bubule, je vais regarder. Mais de toute façon, elles étaient considérées comme des mineurs, hein. Je tablerais sur un 18-21, un truc comme ça. Donc je pense qu'elle n'est pas majeure. Et de toute manière, une femme reste mineure. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, là c'était 1802, on est à peu près à la même époque Orgueil et Préjugés. Et les Raison et sensibilité, je crois que c'était 1813 et 1815 pour Orgueil et Préjugés. Donc en supposant en fait que l'action se déroule au moment où le bouquin est sorti. Donc on est plus ou moins au même endroit. Après, les Hauts de Hurlevent, ça me paraît être dans un endroit plus reculé, plus paysan. Alors que chez Jane Austen, on était plus dans les petits villages bucoliques un peu. Il y avait quand même la Duchesse, tout ça qui était pas loin, des trucs comme ça. Mais là, on est beaucoup plus isolé, on est vraiment dans les terres, là. Enfin bref. Euh, ouais, donc Catherine, là, Catherine, au final, elle est veuve. Ayrton, mais je comprends pas très bien sur le plan légal. Parce qu'à un moment, Nelly dit que au niveau des terres, Heathcliff il a dû s'arranger pour quelque chose, mais qu'elle sait pas trop et que ça devrait être légal. Je sais plus exactement ce qu'elle avait dit. C'était par rapport aux terres, par rapport à la grange, je pense. Parce qu'au final, je pense que il doit y avoir une dot de Catherine pour son mariage avec Linton. Mais ouais, bon, je maîtrise pas le sujet, mais je pense que de toute manière, même si elle a en son nom propre des biens, elle n'est pas en capacité juridique de les gérer. Parce que c'est une femme qui est donc de fait mineure. Pour moi, c'est ça. Et après, est-ce que vu que son mari est mort, est-ce qu'elle est sous la tutelle de Heathcliff? Là, j'ai un petit doute. En même temps, il la garde, hein. Donc, est-ce qu'il la garde parce qu'il le veut bien? Est-ce qu'il la garde pour avoir une autre servante plus ou moins à l'œil? Bonjour la servante. Est-ce qu'il la garde parce que c'est la fille de Catherine et qu'il la traite pas mieux parce que c'est la fille d'Edgar? Je sais pas trop. Parce que Heathcliff, il est pas. Je suis pas trop dans sa tête non plus. Et là, donc, on a appris son décès. Je pense il s'est juste passé quelques mois entre le départ de Monsieur Lockwood pour aller à Londres, le fait qu'il est parti se promener là dans les Landes avec son copain et qu'il revienne. Donc Nelly est partie à la grange. Nelly est partie de la grange au haut du Hurlevent pour s'occuper de Catherine. Et je trouve que du coup, elle va mettre un petit peu, elle va un peu adoucir l'atmosphère. Et j'ai l'impression aussi que quelque part, Heathcliff, je n'ai pas envie de dire se ramollit, mais qu'il permet plus de choses. Et on apprend qu'il est mort. Qu'il est mort il y a 3 mois, donc entre le départ de Monsieur Lockwood et son retour, il s'est passé 4, 5 mois, 6 mois. Un truc comme ça, hein, je pense. Même peut-être plus, hein.
parce que il est quand même pas resté malade. En fait, il venait juste de débarquer quand quand il est tombé malade à cause de la neige. Donc tomber malade à cause de la neige, c'est quoi? C'est 15 jours, 3 semaines peut-être? Un mois à tout péter? À tout péter, je pense, hein, parce qu'il y avait quand même, il y avait quand même une médecine et des médicaments à l'époque, même si c'était pas forcément performant comme ça peut l'être aujourd'hui. Mais pour moi, il a juste attrapé froid, entre guillemets. Enfin, il s'est chopé une petite hypothermie, il a dû choper une bronchite derrière, ou une angine, et puis garder le lit. Mais il n'est pas resté très longtemps, au final. Mais bref, on apprend la mort de Heathcliff. Et je sais pas si vous avez tilté, on a juste une indication, c'est quand Lockwood va voir Heathcliff pour dire je me cache, j'en ai marre, il remarque que Heathcliff a maigri. Donc, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il mange moins? Est-ce qu'il se ronge? Il se ronge les sangs, comme on dit. Je sais pas exactement. Je me souviens plus. Je sais que je l'ai déjà lu, mais je me souviens plus. Donc là, vous voyez, même si c'était un livre qui était quand même vachement sombre, on a enlevé Heathcliff de l'équation. Donc là, je pense que on continue encore à avoir Nelly qui va être la narratrice de qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas là, Monsieur Lockwood. Et ensuite, on va voir aussi qu'est-ce qui se passe pendant que Lockwood il est là. Donc déjà, on a un petit pont entre, tiens, Nelly qui raconte que Catherine, elle a tendu la main en fait à Ayrton, elle a réussi à s'en faire pardonner. Je trouve d'ailleurs que je la trouvais assez insupportable parce que je trouvais son comportement très ado, très immature, comme sa mère en fait. Et Ayrton, je comprends parfaitement qu'il ait voulu la maintenir à distance parce que un coup c'est blanc, un coup c'est noir, quoi, avec Catherine, et puis qu'il sait pas comment se positionner et il a pas de subtilité non plus, Ayrton, hein, il est rustre, hein. Il est rustre, Ayrton. Et elle m'a un peu agacée, Catherine, parce que je trouve qu'elle était volontairement méchante, puis c'est pas bien. c'est c'est pas bien d'être méchant, hein? Euh, Ça me fait rire. Je crois que je vais le mettre en citation du truc là. C'est pas bien d'être méchant. Faut pas faire ça. Mais après, je comprends parfaitement que Catherine a été en colère contre tout le monde. Euh, Au final, le fait de tendre la main vers Ayrton, je pense qu'elle a un mélange de culpabilité, de se dire je l'ai quand même traité comme une connasse, Euh, mais aussi de se dire bon bah sinon j'ai que Nelly, je m'ennuie. Il y a de ça, hein. Parce que Ayrton, en fait, il a l'air de. Bon, je pense pas qu'il déborde d'amour. Enfin, non, il ne déborde pas d'amour. Je pense pas qu'il déborde de bonheur entre Joseph, Zilla qui est plus là, Heathcliff qui a pas l'air d'être là souvent, les bêtes. Enfin, en gros, il bosse, il bouffe, il fume, il va se coucher, je pense. Et il essaye de faire ses lettres. Mais je trouvais que Nelly était très bien de rappeler à Catherine que justement, c'était méchant de se moquer de quelqu'un qui a des lacunes et qui essaie de les combler. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien d'être méchant là-dessus. Voilà. Donc, le truc qui m'a fait rire aussi, c'était un petit clin d'œil tout à la fin où on a le rappel en fait euh, que Nelly, elle a essayé de manigancer aussi pour mettre Catherine dans les bras de Lockwood. Ce qui était peut-être une très bonne solution pour elle, parce que au final, la seule solution pour sortir une femme d'une merde financière, c'est de trouver un mari ou de trouver un protecteur. C'était comme ça que c'était. Faut vraiment que je me replonge dans l'histoire des sœurs Brontë. Je vais essayer de lire je vais essayer de lire des articles là-dessus pour faire peut-être un vlog lecture un peu plus complet euh, la prochaine fois. C'est vraiment un truc qui m'intéresse et
parce que je me rends compte que j'ai lu pas mal de bouquins qui se déroulaient au 19e siècle et qui parlaient justement de la condition des femmes. Bah, il y avait la peau de chagrin. Euh, bon, alors la peau de chagrin, c'était soit Fedora qui était la pute, en gros, ou la gentille Justine, si je me trompe pas. Bah, il y avait Léo Durlevent, Jane Eyre aussi, je l'ai écouté en livre audio. J'ai vu j'ai vu un film, je sais plus lequel, avec Ciaran, je sais plus, le mec qui jouait dans Game of Thrones. Euh, Raison et sensibilité. C'est vraiment, je sais pas, je trouve que la place de la femme au 19e siècle, bon, il y a les chroniques de Bridgerton, mais c'est pas du tout historique. Mais là, c'est un truc qui me plaît, moi. Je sais pas pourquoi. J'ai une petite fascination pour le 19e, j'ai l'impression. Donc j'aimerais bien. Je lirai sûrement plus là-dessus. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 20 minutes que je cause. Donc, je vais essayer de potasser un tout petit peu la bio des sœurs Brontë pour la semaine prochaine, pour clore Léo de Hurlevent. Après, comme je vous ai dit, je ferai juste une pause de 15 jours entre les comptes parce que les comptes, j'ai réussi à. Je vais le faire en 2 fois en fait, les comptes au lieu de 3 fois. Ce qui fait que les lectures du week-end vont s'arrêter en même temps. Et j'aurai juste la vidéo du mercredi, et ça, c'est juste le temps que je passe mes certifications. Je suis en train de potasser à mort là, je vais tout défoncer. Non, mais le côté un peu stress, anxiété par rapport à ça, il est en train de partir là. Donc ça, c'est cool, parce que je suis active, donc c'est très bien. Je vous souhaite un très bon dimanche, passez une très belle journée, restez au chaud, ça caille chez nous. J'ai un tout petit peu commencé à essayer de sortir les chatons dehors, mes gros bébés chats là, mais ça fait peur dehors, parce que dehors il y a du vent, il y a du bruit, il y a les voitures qui passent, il y a des gens qui discutent, il y a des enfants au secours. Donc voilà, passez un très bon dimanche, salut, lisez tout plein et rêvez tout grand. Bisous!